Bonjour Alexandra et merci beaucoup de participer à ce projet. Est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr, bonjour Alexia, merci beaucoup pour cette invitation. Alors, je suis Alexandra, j'ai 43 ans. Je suis une personne autiste avec un TDAH et des co-conditions. Et je suis thérapeute et père aidante. Et est-ce que c'est quelque chose que tu fais depuis longtemps ou c'est quelque chose enfin, c'est l'aboutissement d'un parcours dans le soin ou c'est quelque chose de récent? Alors, c'est assez récent, c'est une reconversion suite à un sixième burn-out. Sixième burn-out. Ouais, Ah et ce ouais. qui m'a amenée au diagnostic, hein, d'ailleurs. Et en fait, j'ai toujours aidé les gens naturellement parce que j'aime beaucoup l'humain, j'aime beaucoup aider les autres, trouver des solutions. Et la psychologie fait partie de mes intérêts spécifiques. Donc, je me suis dit, quand je me suis reconstruite pendant mon burn-out, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire pour que je fasse quelque chose qui maintenant corresponde à mes spécificités et que j'arrête de me suradapter. Et du coup, là, je vais vraiment faire les choses pour moi et pas les choses pour m'en sortir. Et du coup, je me suis dit, vu que je fais déjà de la péridance, on va dire naturellement, autant en faire un métier. Oui. Donc j'ai fait un diplôme universitaire et puis j'ai continué de me former. Donc, tu as fait le DU Père et Danse qui est, il y en a plusieurs à Montpellier ou à Lyon, enfin, Alors, il y en a c'est plusieurs en celui. France. Oui, oui, moi j'habite à Lyon, donc je connais un peu. D'accord. Et donc ça, ton diagnostic, il date de combien d'années? Alors, j'ai eu un pré-diagnostic en 2020 et D'accord. officialisé en décembre 2022. Mon parcours a été très long, puisque comme j'étais en burn-out, il a fallu que Attends. j'attende pour pouvoir passer les tests TSA, enfin les tests officiels, on va dire, de TSA pour pas qu'ils soient faussés. Puis moi-même, j'étais pas prête à me reconfronter à des tests et tout. Donc d'abord pris soin de moi. Et quand j'étais prête, je suis retournée voir la psychologue spécialisée pour passer la WAIS, la DIR. Et puis moi, c'était pas la dose, c'était un test de cognition sociale. Et puis reprendre tous les bilans que j'avais fait avant. Puisque comme, si tu veux, j'étais sûre de ne pas être autiste. Pendant mon burn-out, j'ai été voir tous les professionnels que je pouvais aller voir. Orthoptiste, orthophoniste, psychomote, enfin j'ai tout vu. Ils allaient tous dans le même sens. Donc à un moment, je me Ah suis dit, zut, t'étais cernée. voilà, j'étais cernée. Et comme les professionnels se connaissaient pas entre eux, je me suis dit, bon, là, c'est sûr, je dois aller au bout, quoi, pour moi. Ah ben, au moins, tu dois peut-être faire partie de ceux qui doutent quand même beaucoup moins de leur diagnostic. Ça m'arrive encore pour être Oui, très. mais j'ai entendu ça, que les gens, même après, ils commencent à dire, mais là, quand même, t'as fait, on peut pas faire plus valider, quoi. Oui, et puis on est sept dans ma famille, donc bon, il n'y a pas grand doute. Mais effectivement, parfois, c'est vrai, hein, mais on l'entend, j'entends aussi beaucoup dans ma patientèle. C'est des fois quand on va mieux, enfin, on n'est pas malade, mais tu sais, quand tu commences à Oui. bien gérer ton énergie, que tu commences à avoir les bonnes stratégies, des fois tu te dis non, mais en fait, je suis pas autiste, j'étais juste fatiguée. Et puis en fait, ah, il y a quelque chose qui revient. Ah bah non, en fait, non, je suis bien autiste. Mais parfois, ça revient. Mais je pense que c'est tout à fait normal. En tout cas, on le retrouve beaucoup. Et du coup, donc, t'as eu ce diagnostic, en même temps, tu as commencé à te former, et là, aujourd'hui, tu fais quoi? Alors aujourd'hui, j'ai mon cabinet en libéral. Donc, je suis thérapeute, péridante. Je suis chargée de cours à l'université de Grenoble aussi, dans un DU de péridance. Donc, en éducation thérapeutique du soignant et en supervision. On fait des Éducation thérapeutique du soignant, c'est quoi ça? du patient. Ah, non, et je sais pas, je me suis dit, cool, on éduque les soignants. Enfin, moi, Alors non, c'est parce que ça, c'était le sujet de mon mémoire à l'université. Mais c'est un autre sujet. Mais du coup, des fois, d'accord, donc non, c'est l'éducation thérapeutique du patient. oui. Donc voilà, et de la supervision. Je suis aussi auteur et puis on fait des conférences avec Benjamin Schoendorf sur le TSA. Et là, bientôt, je vais organiser des ateliers pour autistes adultes qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir un accompagnement et on va le faire par groupe justement pour aider un maximum de personnes. Mm. Et donc, aujourd'hui, t'es à ton compte, donc ça veut dire que tu as quand même beaucoup de flexibilité, mais comment tu t'organises dans une semaine ou dans une journée?
Alors, tu veux que j'aille dans le détail? Comme tu veux. Je suis sûre que y a des gens que ça va intéresser. Alors, au début, j'ai voulu travailler comme je travaillais avant, c'est-à-dire dans le salariat avec des heures fixes, voilà, pour avoir un cadre et tout. Et puis, je me suis aperçue que c'était pas efficient, que j'étais toujours fatiguée, que j'arrivais à faire encore des shutdowns. Donc, j'ai dû apprendre d'abord à gérer mon énergie, à bien me connaître vraiment et à faire des petits ajustements pour pouvoir trouver aujourd'hui une ligne directrice qui me convient à moi. Donc, par exemple, pour t'expliquer, le lundi, je ne travaille pas en visio parce que je travaille principalement en visio. Par contre, bah, je vais m'occuper de moi. Donc, le matin, j'ai sport kiné. Et l'après-midi, je peux faire un peu de communication, un peu d'administratif, mais ça reste une journée qui est plus cool où je peux prendre le temps, par exemple, bah, d'aller faire soit des courses ou peut-être d'aller en boutique parce que je suis une femme et que j'aime bien être bien habillée quand même. Oui, oui, t'es très bien habillée. Merci. Très jolie. Moi, le lundi, par exemple, je sais qu'il y a moins de monde. Je vais Oui, pas, moi, m'y aventurer un samedi. c'est sûr. Je travaille le mardi et le jeudi sur des journées entières de 9 heures à 19 heures. Le mercredi, je travaille que l'après-midi et le vendredi, je travaille que l'après-midi. Et parfois, je m'octroie, comme aujourd'hui, un vendredi en off, en visio, où pareil, je fais un peu de communication, un peu d'administratif, mais je me laisse un petit peu vivre. Qu'est-ce que tu Et appelles la communication? C'est tu réponds à des mails ou des choses comme ça? voilà, où je fais aussi bah, des slides où, par exemple, Ah oui, aujourd'hui, du contenu. comment sortir du burn-out autistique. Voilà, je fais un petit peu de communication. Euh, et puis, je suis un peu plus flexible avec moi, voilà, bah, pour me reposer. Et puis, alors, par rapport à, on va dire, mes journées, peu importe que je sois en repos ou en vacances, je m'accorde des pauses isolées et sensorielles. C'est ce Mhm. qui va permettre à long terme de ne plus être autant fatiguée qu'avant. Et ça, c'est vraiment véridique et ça me fait un bien énorme. Donc, je ne sors jamais de ça. Euh, Concrètement, tu fais comment? Tu as un coin où tu te mets et tu fais quoi? Si c'est pas, si tu n'as pas Bien indiscret. sûr, alors, les pauses sensorielles, moi, ce qui me fait le plus récupérer d'énergie, donc c'est propre à moi, ça ne veut pas dire que ça Oui, sera oui. OK pour les autres. Ben, moi, soit je me mets dans un fauteuil que j'aime bien, ou je vais sur mon lit, parce que je travaille de chez moi. Je ferme les rideaux et je mets mon casque anti-bruit. Parce qu'on a toujours des petits bruits parasites, le frigo, un truc. Et je me coupe pendant 20 minutes. Mhm. Les 20 minutes, moi, elles me font récupérer énormément d'énergie, ce qui fait que Et tu fais quoi pendant les 20 minutes? Rien? rien. Ah ouais, Alors, génial. Enfin, il y a beaucoup de gens qui seraient incapables, hein. oui, bah, ça a été difficile parce que j'ai aussi un TDAH, donc mon hyperactivité Ben n'était pas oui. forte avec moi au départ. Mais au début, j'ai commencé par 3 minutes, puis 4 minutes. Au début, je divisais la pause. Alors, au début, je scrollais par exemple 10 minutes ou je lisais 10 minutes et puis je commençais à me couper. Puis je me suis aperçue au fur et à mesure du temps que vraiment cette coupure sensorielle, pour moi, elle était essentielle. C'est-à-dire que le soir, arrivé à 19-20 heures, quand tu as fini ta journée et que tu as faim, tu as envie de manger, bah là, je suis capable aujourd'hui de me faire à manger. Alors qu'avant, j'étais tellement crevée que même faire chauffer un plat surgelé, j'en étais pas capable. Ah Et pour oui. moi, ces pauses, elles sont vraiment, elles sont essentielles à mon équilibre. Oui, c'est comme remettre du carburant, quoi. Enfin, Tout à fait ça. c'est l'idée. Oui. Tout à fait ça. C'est ça, vraiment, je me suis écartée des shutdowns et j'espère ne plus retomber en burn-out parce que c'est très, très difficile. Mm. Euh, mais en tout cas, c'est vraiment l'équilibre qu'il me faut. Et puis par rapport à mon emploi du temps, bah, je fais une pause toutes les 7 semaines. Je fais une pause de 6 à 7 jours. Oui. Et j'essaie vraiment, pour le coup, de ne pas faire d'administratif, de décrocher complètement. D'ailleurs, je le dis, hein, je fais passer des messages sur les réseaux sociaux, je ne suis pas joignable. Je coupe mon téléphone professionnel, je m'interdis d'aller voir mes mails, etc. Et je m'occupe uniquement de moi. Et comme ça, pareil, quand j'arrive l'été, que ce sont mes vacances, je ne finis pas pendant un mois à dormir, à rien faire et à pas profiter finalement de mes vacances. Mais je me disais en t'écoutant qu'en fait, tout le monde devrait faire ça. Parce que je pense que, enfin, tu le fais parce que probablement c'est vital, mais finalement, tout le monde aurait besoin de prendre ces moments de rien, ces pauses, enfin, parce qu'on est dans une espèce de surenchère du faire. Et c'est comme d'habitude, ce que font les personnes autistes, finalement, c'est plus, enfin, c'est essentiel pour toi, mais je pense que tout le monde devrait le faire. Tout à fait. Ouais. Et de toute façon, comme on dit souvent, c'est qu'en fait,
on est dans un système où on est en pilote automatique perpétuellement. On n'est pas concentré dans ce qu'on fait dans l'instant présent. Même, Exactement. on dit, ah là là, c'est l'heure de la pause café, mais en fait, on le fait machinalement, on est dans notre pensée, on est sur notre Ouais, téléphone et c'est on n'est ça. pas concentré à ce qu'on fait. Et Mm. c'est ça qui est hyper usant parce qu'on est tout le temps speed. Et c'est pour ça que c'est important de prendre ces pauses. Mm. J'appelle ça, bon, il y a les pauses sensorielles, les pauses ressources ou les pauses, c'est des Pause. mini-vacances, quoi, où on revient à soi et Mm. en fait, on est concentré sur l'activité qu'on a envie de faire, quoi. Oui. Oui, oui, c'est la même logique que tout ce qui est pleine conscience, où quand tu fais quelque chose, tu ne fais que ça. Quand tu bois ton Exact. café, tu ne fais que boire ton café. Et en fait, ça détend le cerveau. Enfin, il n'est pas conçu pour être surexcité tout le temps. Bah non, parce que c'est épuisant, c'est éreintant, et puis Ouais. même le soir, hein, on a tout le temps le cerveau qui tourne, qui tourne, qui tourne, donc si c'est trop compliqué après. Il faut vraiment avoir des moments de soupape où on peut complètement se relâcher. Ouais, merci beaucoup pour les explications détaillées. Je suis sûre que ça va inspirer d'autres personnes. Ça donne vraiment. Moi, je vais essayer, hein, j'avoue. Je trouve que ce serait une très bonne idée. Donc, ça, c'est quelque chose d'intéressant. Et du coup, j'imagine que tu as choisi ton travail, mais qu'est-ce que tu aimes le plus dans ce que tu fais? Alors, aider les gens, tu as dit? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Bah, alors, dans mon métier, déjà, j'adore me former. Moi, je serais une éternelle étudiante, hein. Je me forme sans cesse. Je suis sans cesse en train de faire des projets, des outils. Ça, c'est vraiment ce que j'adore. Bah, ce que j'aime beaucoup, c'est pouvoir aider les gens dans leur cheminement et éviter au maximum qu'ils aient le même vécu que moi. Oui, C'est-à-dire, oui, burn-out, c'est difficile. Pas trouver les professionnels qui soient assez à l'écoute ou qui aient c'est les sûr. bons outils, ça peut être très long et puis du coup, ça peut nous faire rechuter. Et du coup, j'essaie d'aider au maximum bah, pour leur mieux-être ou alors quand j'ai pas les compétences parce que aussi ça arrive hein, de pouvoir les rediriger vers les bonnes personnes. Parce que je me suis créé un bon gros réseau où je sais que voilà je peux les rediriger vers les professionnels compétents s'il y a besoin. Et est-ce que dans ton activité aujourd'hui de thérapeute, tu penses que ton profil, parce que j'imagine que tu vois pas que des personnes autistes peut-être, enfin, peut-être que si, mais est-ce que ton profil et ton parcours, ça aide et ça permet de peut-être mieux comprendre ou de mieux la personne se sente plus vite, entendue? Alors, je m'occupe principalement de personnes autistes et ou TDAH, mais allez, 80% de ma patientèle, c'est des personnes autistes. J'ai d'autres profils qui viennent me voir qui sont en questionnement justement sur leur profil. Donc on essaie de déterminer. Après, je leur dis voilà, moi je vous rappelle que je suis pas psychologue, je suis pas psychiatre. C'est mon point de vue. Ça veut pas dire que c'est un bon point de vue, mais je pense que et en général, je trouve un professionnel pour les accompagner à se faire diagnostiquer dans ce que moi j'ai perçu. Et puis j'ai oublié l'autre question. C'est non, c'est qu'est-ce que ton profil apporte dans ton Ah métier? Mais c'est vrai que comme tu as choisi le métier autour de ton profil, enfin, c'est oui. presque c'est ce que disait j'ai parlé à Jean-Philippe Piat l'autre jour, il disait, il conseillait à tout le monde de travailler dans son intérêt spécifique parce que c'est vrai que ça semblait plus logique et visiblement, c'est ce que tu as fait, non? Tout à fait, oui. Ouais. Et c'est ce que tu disais, en fait, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, c'est bah, les patients, quand ils viennent me voir, ils me disent, vous me comprenez, en fait, j'ai pas besoin d'aller dans les détails, et vous me jugez pas, et vous me riez pas au nez, vous me dites pas que c'est pas ça ou quoi que ce soit. Et en fait, ça fait du bien parce que j'ai vraiment l'impression que vous comprenez ce que je vis. Mmh. Et je sais qu'ils se sentent, d'un seul coup, ils se relâchent. Et puis, il y a un lien de confiance qui se crée. Puis après on peut travailler. Et puis, je trouve ça chouette. Alors, ça ne veut pas dire que les professionnels qui sont pas autistes ne peuvent pas aider, Non, non, clairement. ne prennent pas. C'est une Mais il y autre, a une compréhension qui est différente. oui, c'est une autre approche, en fait. Tout à fait. Et donc, de ce que j'ai compris, en termes de difficulté, toi, tu fais tout en gros pour éviter un burn-out parce que ça suffit bien. Donc, tu as bien structuré toute ta semaine, tu as les pauses dans la journée, tu as l'alternance de journée pleine, de journée machin. Tu travailles surtout en visio et ça, enfin, ça te manque pas de voir plus de. Enfin, comment est-ce que tu vois des gens hors visio ou Oui, c'est pas ton truc en fait? Enfin, c'est le si c'est vendredi. OK, hein.
Le vendredi, je peux recevoir en présentiel au cabinet. Là, pour l'instant, il y a des travaux et on va déménager. Donc, pour l'instant, du coup, j'ai tout retransformé en visio Oui, parce que c'est trop compliqué. oui, 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 le bruit, machin. Voilà, donc du coup, pour l'instant, c'est en stand-by, ça reprendra cet été. Mais moi, ça me manque pas. Et en fait, il y a tellement de personnes autistes un peu partout en France que du coup, la visio est plus pratique. Oui, ça c'est sûr. Moi, je travaille avec plusieurs pays aussi, parce qu'il y a des personnes françaises qui ont déménagé dans d'autres pays, et du coup, Mm. ça offre vraiment de plus grandes possibilités, en fait. Et est-ce qu'il y a alors il y a beaucoup de clichés autour de l'autisme, mais est-ce qu'il y en a un qui t'énerve particulièrement? Oh, il y en a plusieurs. Euh, Bah, ce qui fait écho à ma propre expérience, une professionnelle de santé, donc la première fois que je la voyais, donc elle me dit, voilà, est-ce que vous avez des pathologies, des problèmes de santé, donc voilà, j'étais maquillée, habillée, elle me dit, mais vous n'avez pas l'air autiste, vous avez l'air bien intégré, vous me regardez dans les yeux, vous parlez correctement. Puis là, franchement, vous m'avez dit beaucoup de diagnostics, ils ont dû se tromper, c'est pas possible. Et ça, en fait, on se dit waouh, mais madame, si vous saviez les 31 mois que j'ai passé à aller voir les spécialistes, enfin, vous pouvez pas me dire ça en fait. C'est hyper, c'est juste horrible. Alors, cette personne est très compétente dans son domaine, donc je Ouais, continue ouais, pour ma santé. Et puis quand je prends des réflexions, je m'en détache et je me dis voilà, elle est bonne dans ce qu'elle fait, le reste, ouais. son avis, ça ne m'appartient pas. Je ne veux plus me mettre en colère, je ne veux plus, voilà. Mais c'est cliché de vous êtes une femme, vous regardez dans les yeux, vous savez vous maquiller, vous savez vous habiller, vous pouvez pas être autiste. Moi, ça me fatigue. Ouais, mais je me demandais à t'écoutant si, quand les gens disent ça, est-ce que c'est pas parfois, comme ils se disent que c'est la pire chose possible d'être autiste, ils essayent de rassurer en disant: «Mais non, mais en fait, vous en faites pas, c'est une erreur». Enfin, tu vois, finalement, je pense que c'est probablement une bonne intention, quelque part. Bon, c'est très, 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 très maladroit, mais j'ai l'impression que comme ils voient ça comme une espèce de désastre, incroyable, ils parce que j'ai une amie, elle a la même chose, elle a essayé de faire un diagnostic et puis elle a vu une psychologue pourtant spécialisée qui lui a dit: «Non mais vous êtes mariés, donc c'est juste pas possible». C'est là genre: «Mais allô?» Alors qu'elle, bon, elle et en plus elle est américaine, donc je veux dire elle avait, une bonne connaissance de l'autisme déjà, elle avait quand même bien étudié la question. Elle lui dit: «Non mais c'est pas possible, vous êtes mariés, vous avez un travail». Non, mais c'est vraiment n'importe quoi. Ouais. C'est affligeant d'entendre ça, quoi. Et je pense, bon, pour prendre un peu quand même la défense des professionnels, je pense qu'il y a un manque de sensibilisation et de Oui, oui, formation, c'est ça. plus les garçons. Et une personne autiste, c'est une personne qui fait des crises de colère, qui se tape la tête dans les murs. Et je dis toujours que voilà, si on emploie le mot spectre, c'est pas pour rien. Oui, Mais avant d'être autiste, nous sommes des humains, nous sommes un homme, nous sommes une femme. mmh, Nous avons nos goûts, nos préférences. Après, c'est des différences neurologiques. oui, Donc, il faut pas nous faire entrer dans la case de soit on est déficient, soit on est savant, mmh, soit on fait des crises, soit on est dans son coin. C'est faux. On est tous différents. c'est ça. Et du coup, si tu devais, enfin peut-être que tu le fais déjà, je pense dans ton travail, mais si quand tu vois des jeunes personnes autistes, donc qui ont peut-être été diagnostiquées enfants ou ados, qui s'apprêtent à essayer de prendre leur autonomie ou de travailler, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil ou qu'est-ce qu'il faudrait pas qu'elles fassent? Parce qu'il y a des conseils qu'il faut pas forcément suivre. Moi, je leur demande toujours qu'est-ce qu'ils veulent faire vraiment dans la vie. Parce qu'il y en a des fois qui veulent faire plaisir à papa, maman, ou je dis, mais toi, qu'est-ce que tu veux, toi? Mmh, Qu'est-ce que tu as envie? Bah, souvent, c'est l'envie ne colle pas avec ce qu'on leur a proposé. Et moi, je dis toujours, bah, je pense qu'il faudrait peut-être réfléchir, mais avec les parents, bien sûr, hein, à dire ce que toi, tu as envie de faire dans la vie parce que tu seras plus à l'aise, tu oui, seras plus heureux ou heureuse. Et puis, probablement aussi, il y aura moins de risques de shutdown et de surcompensation. Et puis surtout, ne pas hésiter à demander des aménagements. oui, C'est pas une honte et c'est très important. Et de pouvoir trouver une personne ressource au travail, oui, ça aussi c'est super important. Et oui, de ne pas avoir peur d'en parler à son supérieur, peut-être pas à toute la boîte, hein, mais d'en parler au moins à son supérieur, de faire de la sensibilisation, quitte à ce qu'un professionnel intervienne pour expliquer ce que c'est. Et oui. pourquoi des fois on est fatigué, pourquoi la lumière, ça nous fait ça, pourquoi le bruit, de ne pas hésiter justement pour pouvoir être bien accepté et compris ou comprise et ne pas être jugé.
Parce que Oui. ça, en entreprise, ça peut être très difficile quand on n'a pas son diagnostic ou quand on n'a pas donné les explications. Et du coup, ça retombe sur la personne autiste qui, avec l'estime de soi, la C'est confiance sûr. en soi, rebaisse. Et ça, c'est vraiment dommage. Ouais, mais c'est ce que tu dis, c'est exactement enfin, il y a une personne qui s'appelle Michèle, qui est infirmière dans un SAMSA TSA et qui vient d'être diagnostiquée elle-même, avec qui j'ai, discuté, la semaine dernière et en fait, elle décrivait des conditions, mais presque idéales. C'est-à-dire que, bon, forcément, ses collègues, ils connaissent parce qu'ils lui ont dit: «Va te faire diagnostiquer», mais ils adaptent. Elle a son poste de travail aménagé, les horaires sont aménagés et il y a une vraie acceptation de qui elle est, en fait et enfin, j'ai écrit ce matin dans la newsletter, il y avait c'était le sujet, c'était ça, c'était jusqu'à quel point il faut faire de l'inclusion versus de l'acceptation. C'est-à-dire, moi, je trouve qu'il y a en parlant, avec toutes les personnes là, cette semaine, la semaine dernière, il y a quand même beaucoup encore de pression sur, «Oui, mais alors on m'a dit que mes habiletés sociales, oui, mais on m'a dit qu'il fallait que j'aille à machine à café» et en fait, je trouve que c'est un comment en anglais on appelle ça un double standard, mais c'est je veux dire, on demande à n dans la société, en général, on demande pas à tout le monde de savoir tout faire et moi j'ai travaillé dans des entreprises, il y a des gens, maintenant rétrospectivement, je vois bien qu'il y avait des variations. Moi j'ai un TDA, donc je vois bien, les désastres que je pouvais causer, mais mais je veux dire, à partir d'un moment, moi je voyais on me demandait de savoir tout faire et je leur ai dit: «Ben non, désolé, enfin je veux dire, je vais pas aller me plier en 4. Faut prendre et que moi j'ai travaillé dans des entreprises anglo-saxonnes et c'est quand même une culture globalement plus acceptante des différences, et c'est vrai qu'on demandait pas aux gens de changer on n'était pas toujours à leur reprendre: «Non, mais il fallait aller à la machine à café, à parler avec tes collègues pour des 2 minutes 40 du matin parce que tu comprends, c'est important». On disait: «Bon, écoute, on t'informe que ça peut servir, parce que peut-être y as pas pensé». Mais, il y avait pas cette espèce de enfin, on était plus sur les résultats, sur qu'est-ce que la personne elle obtenait et puis il y avait spontanément enfin moi j'ai travaillé chez Microsoft, donc forcément c'est un environnement plus tech, mais, on voit comme quand la culture est ouverte, bah, les choses elles se font spontanément. Enfin je veux dire il y avait des aménagements qui étaient faits, mais personne devait brandir, une reconnaissance de handicap ou de Oui, quoi que ce soit. C'était, ben, moi je sais pas écrire ou je sais pas noter et écrire. J'avais une collègue comme ça qui disait comme moi d'ailleurs: «Je peux pas écouter et noter en même temps». Ben, on se débrouillait, il y en a un qui notait, l'autre qui écoutait ou on et et je me disais que parfois il y a cette injonction de normalité qui fait qu'on demande on dit pas: «Moi j'ai besoin de ça». mmh, Enfin ça devient une négociation alors qu'en fait, est-ce que ça devrait être une négociation? Comme tu sais, quelqu'un va demander, bah: «J'ai besoin d'une chaise parce que j'ai mal au dos». La médecine du travail va lui donner la chaise parce qu'elle a mal au dos. Enfin, il y a pas de discussion. Enfin, ça semble normal et je pense que de ce que j'en comprends, c'est que pour moi, l'inclusion, c'est aussi accepter que la personne, elle est différente. Elle sera probablement jamais la reine de la machine à café, mais finalement, est-ce que c'est ça qui compte? Et du coup, la personne elle-même, quel que soit son neurotype, se dise: «Est-ce que je suis prête à accepter toutes ces contraintes et à quel moment est-ce que je refuse, en fait?» Parce que sinon, c'est ça, je pense que de ce que tu dis, ça génère le burn-out parce que si on est tout le temps en vigilance de se dire: «Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit? Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai fait une erreur?» C'est insupportable. voilà, tout ce que tu viens de décrire, c'est exactement ce que j'expliquais, de ma propre histoire. Hem et moi, ce que j'aimerais faire et ce je le dis depuis pas mal de temps, hein, j'en parle aussi dans mon mémoire et dans mon livre, c'est vraiment, aller, voir les chefs d'entreprise, Oui, leur expliquer ce que c'est et ne pas forcer la personne. Moi, je sais c'est qu'à ça. chaque fois que j'ai été convoquée dans une entreprise quand j'étais salariée, on m'a jamais reproché mon travail. C'était carré, machin, mais à chaque fois, on me disait: «Mais tu vois pas, un tel va pas bien. Ouais, mais là, tu pas venu au pot de départ d'un tel». Et moi, du coup, bah, après, j'étais pas bien, je pleurais, mais sauf que moi, j'étais déjà en surcharge, j'étais déjà au bout de ma vie, j'avais déjà tout donné toute la journée, je pouvais pas faire plus. Oui, C'était ma propre survie et à chaque fois, on me reprochait des trucs sociaux. Et franchement, bah, c'est pas possible. Faut respecter, les limites de chacun, hem, mais je pense qu'effectivement, voilà, il y a un enfin, même les chefs d'entreprise, pour moi alors moi, je vais très loin, mais devraient être formés par la médecine du travail, qu'il oui, faudrait aussi former au passage, oui, heu, oui. avec une formation obligatoire sur les troubles.
De toute façon, je pense que de base, on est tellement speed, on est comme je disais tout à l'heure, on est tellement en pilote automatique Ça. qu'il il y a plus d'écoute. Mmh. Chacun peut donner son point de vue et on analyse le tout. Et on n'est pas là pour dire c'est mieux, c'est moins bien. Oui, c'est Non, ça. on écoute, on met tout à plat et on fait quelque chose de bien. Mais effectivement, après, bah, voilà, c'est les entreprises, hein. Ouais, plutôt de leur demander, bah voilà, quels sont tes besoins essentiels, toi, au C'est ça travail. et ses valeurs. Voilà, comment toi, tu peux fonctionner plutôt que de dire, c'est quoi tes trois qualités, tes trois défauts, Oui, oui. Mmh. et de dire, voilà, quels sont tes besoins pour que toi, tu sois bien au travail. Et c'est vrai qu'on voit que quand il y a des aménagements et un respect des besoins de C'est l'autre, ça. et des gens entre eux aussi, bah, ça fonctionne vachement mieux. Les gens sont moins fatigués, sont moins énervés. Je sais que dans certains pays, je sais plus lequel, mais je crois que c'est la Suède, mais je veux pas dire d'ânerie, bah, on ne pose pas de questions. On dit que tu as 35 heures, je dis une bêtise, 35 heures à faire dans la semaine, mais s'il y a une journée où tu as envie de travailler 12 heures et l'autre, tu as envie d'en Oui, travailler oui. 4, tu peux. Et tu peux comme ça aussi avoir une vie de famille, une vie plus cool. Si tu es fatigué, tu peux partir plus tôt, mais tu n'es pas Oui, là oui, oui. train de t'user de son ordinateur. Ah non, non, faut que je fasse mes heures, faut que je fasse mes heures. Je vais me faire engueuler par mon patron, quoi. Mais merci beaucoup, Alexandra. Merci à toi.